Roue libre! Je le fais mal, je sais. En revoyant la course, oui, je dois l'avouer que c'était un Grand Prix fort satisfaisant. C'est pas une venue qui pourra me donner envie, qui me manquera si on ne la revoit jamais, mais elle ne m'a pas déplu. J'étais surpris de voir à quel point les pilotes pouvaient se suivre, faire la course, très peu de dirty air. Un petit peu la surprise parce que vraiment les pilotes arrivaient à se suivre. Beaucoup étaient surpris, donc même Mercedes, on se souvient que on les a entendus dire un moment à la radio à Hamilton que les dépassements étaient beaucoup plus faciles que prévu. Donc c'est quelque chose de bien. Alors, pour parler grossièrement, parce que je suis quelqu'un de grossier de la course de Lewis Hamilton, que j'ai très mal prononcé, je n'ai rien à dire. C'est répétitif, hein. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas eu une course aussi impeccable d'un vainqueur. En qualification, Hamilton enregistre une pole à 6 dixièmes de Bottas, qui est 3e. Verstappen est 4 dixièmes derrière. C'est un sacré chrono qu'il a sorti Hamilton. Alors, on était plus ou moins confiant sur le fait que Mercedes serait à l'aise sur ce tracé, mais on est sur un tracé qui a beaucoup de virages rapides, et on sait que les virages rapides, c'est justement la force de la Red Bull. Donc, on pouvait penser que ça se mettrait dans la balance, mais aux essais libres, pendant les simulations, en qualification, il y avait pratiquement pas match, et pour moi, la seconde place de Verstappen est peut-être davantage due à un temps pas du tout optimal de Verstappen. Bottas qu'à une Mercedes qui est vraiment faible. Alors c'est pas pour enlever quoi que ce soit à la pole de Hamilton, parce que quand même, quoi qu'il en arrive, que les 6 dixièmes à son équipier, ça reste toujours assez magistral. Son Grand Prix a été plutôt ennuyant. Je crois qu'il a mené la course de bout en bout, hein, si je dis pas de bêtises. Une course magistrale, il n'a pas pu se défendre pour le meilleur tour à cause de la virtual safety car en fin de Grand Prix. Mais dans tous les cas, même sans cela, je pense que Verstappen l'aurait quand même pris le meilleur tour parce qu'il avait un arrêt gratuit, que Hamilton n'avait pas. C'est que la deuxième fois cette saison qu'il gagne 2 Grands Prix consécutifs. La dernière fois, c'était l'enchaînement Portugal-Espagne. Pour parler un petit peu de Valtteri Bottas, qualification, comme je le disais, qui pour moi n'a pas été maximisée. Alors, il y a rien de déplorable hein, dans son tour, mais le tour d'Hamilton déjà est absolument parfait. Je crois qu'il n'y a pas une seule correction. La voiture, elle est là où elle doit être à chaque instant du tour. Mais quand même, quand tu es dans la même voiture, 6 dixièmes, c'est beaucoup. Surtout que voilà, c'est pas un tracé qui met en difficulté la Mercedes. On n'est pas sur des cas comme Bakou ou Monaco, où clairement la Mercedes semblait ne pas du tout marcher, et dans ces cas-là, tu peux un peu mieux comprendre. 3 places de pénalité sur la grille pour Bobo, du coup, qui partait 6e du côté sale de la piste, ça ne l'a pas aidé pour son départ. Mais bon, ceux qui étaient partis du côté sale n'ont pas fait un départ aussi désastreux, il a perdu plein de places, il est tombé hors du top 10, et après cela, c'était un début de relais, du moins, d'attaque pour remonter. Il a passé quelques tours coincés derrière Stroll et Tsunoda, et je sais que je radote, mais parce que je suis vieux très certainement, j'aime radoter. Quand on compare sa remontée à celle de Hamilton à Interlagos ou à celle de Perez ce même dimanche, je dois toujours déplorer que sa progression dans le peloton n'est pas toujours la plus brillante, mais après, une fois qu'il a été débarrassé de tout tout le vilain monde qu'il avait affronté dans le peloton, à savoir Norris, le dernier, je crois, et Norris s'est arrêté au stand, donc il avait une piste claire devant lui, il a pu vraiment, là, montrer qu'il avait un très bon rythme de course, et gérer ses gommes. Il était parti pour un relais, pour une course à un seul arrêt. Alors là, on en revient aussi à un autre point qui me force à remettre en perspective le blâme qu'on pose à Pirelli. C'est que Pirelli pose des recommandations que les équipes sont libres ou non de suivre. Hein. Mais Pirelli a dit 2 arrêts. Là, de faire plus de 32 tours, je crois, avec des pneus médiums. Ceux qui ont servi à la Q2 en plus. Et essayer de tenir tout le long, ça n'a pas du tout marché. L'avant gauche a lâché. Il s'est enterré dans le bac à sable. Il a réussi à en ressortir, mais j'ai cru qu'on allait se prendre une safety car au début parce qu'il a réussi à quand même se sortir du bac à sable à 3 roues en étant pratiquement à l'arrêt. Après, le bac à sable n'était pas particulièrement profond, mais c'est déjà une bonne chose. Ça lui a donné peut-être un petit peu plus d'espoir pour la suite, mais à cause de ce tour sur 3 roues,
Le fond plat, les appendices aéros, ils ont pris très cher et il n'y avait plus rien à espérer du Grand Prix. Du coup, on l'a fait abandonner. Sinon, sa course, aurait pu se terminer sur le podium malgré ce mauvais départ. Son plus gros boulot, c'était de gérer l'écart avec Pérez et Alonso pendant son premier relais, qui, eux, étaient a priori sur une stratégie à 2 arrêts, qui s'était déjà arrêté avant lui. Il devait essayer de maintenir un écart suffisant pour ressortir devant eux ou juste derrière, de sorte à avoir l'avantage en piste. Mais évidemment, on n'est que dans un monde hypothétique. Pour ce qui est de son compagnon de pénalité, Max Verstappen, lui, c'est tout l'inverse, un excellent vol au départ. Il est remonté 2e à la fin du 5e tour, ce qui est à la fois pas une surprise, pour être honnête. On sait que la Red Bull a un très net avantage par rapport à tout ce qui n'est pas une Mercedes. Et comme Lewis au Brésil, et comme Lewis au Brésil justement, on sait que quand il s'agit de remonter dans le peloton, il y a difficilement plus efficace que Hamilton et Verstappen en l'occurrence. On se retrouvait du coup au bout de 5 tours seulement avec un doublé Hamilton-Verstappen. Le souci pour aujourd'hui, c'était qu'il y avait... pendant ces quelques tours où Verstappen a dû remonter, Hamilton avait déjà creusé 6 secondes d'avance. Et à partir de là, 6 secondes d'avance, quand t'as 2 voitures qui sont au niveau à peu près similaire, avec un Hamilton qui était clairement plus sur de la gestion qu'autre chose, il peut pas y avoir match entre les deux. Sauf s'il y avait eu une safety car, auquel cas, là, Verstappen aurait pu tenter quelque chose, un dépassement un peu forcé, une stratégie différente pour essayer de lui prendre la position, mais dans ce cas-là, il n'y avait plus rien à espérer, tant pour Verstappen que pas grand-chose à craindre pour Hamilton, si ce n'est une erreur mécanique ou de sa part. Ma grosse déception pratiquement du week-end, c'est Sergio Pérez. Après une série de plutôt bonnes qualifications, le revoilà bloqué en Q2. Après, pour être honnête, il n'était pas tant à la ramasse que ça dans son tour en Q2 face à Verstappen. C'est juste qu'on était sur une Q2 très serrée. On avait Hamilton premier, Russell 15e, il y avait 1 seconde entre le premier et le 15e. Pérez s'est plaint de ne... Enfin, s'est plaint non, mais il a déploré de ne pas être sorti dans la fenêtre la plus optimale pour enregistrer son tour, mais il n'empêche que, malgré toutes ces excuses, il a quand même une Red Bull, il était sur des pneus soft, il aurait dû être dans le top 10, donc c'est une grosse déception de ce côté-là, parce que avec les pénalités de Verstappen, et heureusement de Bottas pour Red Bull, Pérez aurait dû être là, en seconde position sur la grille, pour aller taquiner Hamilton dès le début de course, et il n'était pas là, donc c'est quelque chose qui peut vraiment un petit peu piquer Red Bull, je pense. Mais si on parle de sa course, encore une fois, hyper efficace également, très efficace dans le peloton en début de course. C'est pour ça que je disais, si on le met en relation avec avec Bottas, on voit un petit peu l'évolution, même si dans les premiers que Pérez a dû dépasser, il y avait Tsunoda. On peut se dire qu'il y a peut-être eu des consignes de la maison mère, mais il a passé quand même au moins 2-3 tours, je crois, derrière Tsunoda, donc il a perdu du temps, mais il est remonté assez rapidement sur les autres, sur les Alpines, sur Norris, sur les Ferrari, donc il a fait le boulot assez rapidement. Un podium était en vue pour lui également, mais Red Bull a préféré, à l'inverse de Mercedes avec Bottas, en voyant toutes les explosions de pneus, Red Bull se sont dit, à mon sens, on joue la carte de la sécurité, il vaut mieux terminer 4, 5, 6e que de pas terminer du tout à cause d'une crevaison. Pérez n'a pas du tout aidé par le fait qu'il se soit arrêté peut-être un petit peu trop tard pour son second arrêt. On était peut-être trop optimiste chez Red Bull sur le manque de rythme des pilotes qui avaient à dépasser, qui étaient sur un seul arrêt, Stroll, les Alpines, tout ça. Et également, il y a eu cette virtual safety car en fin de Grand Prix qui a forcé Pérez à couper son élan parce qu'il remontait comme un petit fou sur Nando Alonso. On en vient donc à ces Alpines, 3e et 5e, on peut dire que c'est un super week-end en termes de rythme, tout simplement. Alors évidemment, il bénéficie de l'abandon de Bottas, de la petite déconvenue de Pérez, mais il était assez clair ce week-end sur ce type de tracé qu'Alpine était 3e, 4e force du plateau. Et c'est pas juste une équipe qui avait une bonne voiture, c'est une équipe qui avait aussi 2 bons pilotes qui sont allés chercher le résultat avec une stratégie à un seul arrêt. Alors on a vu que c'était pas les seuls dans le top 10 à avoir fait marcher un seul arrêt, mais cette année en Formule 1, c'est
pas du tout la première fois que Alpine tente des stratégies assez économes. On se souvient de Ocon en Turquie qui mise sur une course à 0 arrêt qui arrive à marquer 1 point. À Interlagos, les 2 Alpines sont sur un seul arrêt contre les autres qui sont sur 2 arrêts. Pour parler de la course de Nando Alonso, il a été immédiatement agressif au départ sur Gasly. Il l'a passé dès le virage 2. Après, c'est Alonso, on sait que les départs, c'est toujours sa spécialité en quelque sorte. Il a fait un super long premier relais avec ses pneus tendres. C'est quelque chose qu'on peut souligner parce que je parlais de la stratégie un seul arrêt. Mais les deux ont dû la faire marcher avec des pneus tendres en début de course. Et ça, c'est quelque chose qu'on sentait qui pouvait se retourner contre eux. Parce que justement, encore une fois, si on compare à AlphaTauri, ils n'ont pas du tout fait marcher ce début de course avec les pneus tendres. Pour la suite de la course d'Alonso, son second relais avec les pneus durs était très bon, très gestionnaire et en même temps, il arrivait à gagner du temps tout en l'économisant dans les sections les plus rapides. C'est ce qu'on lui a dit de faire à la radio. Il l'a très bien fait. Évidemment, sauvé par le gong de la Virtual Safety Car. Mais au bout d'un moment, quand on a une voiture qui n'a pas sa place sur un podium à la régulière, si on n'a pas ces petits coups de chance avec nous, ça n'arrive pas. On peut être content pour l'écurie de réussir à faire marcher ça, et je ne m'en suis pas caché une seule seconde cette année, mais un petit Nando sur le podium, c'est tout ce que j'aurais demandé en 2021, pour être honnête. Alors j'en ai eu triple ration, hein, une lutte pour le titre mondial qui devrait, au pire des cas, aller jusqu'à l'avant-dernière course, avec 13 podiums différents sur le podium cette année, si je dis pas de bêtises, 8 équipes sur 10 qui sont montées sur le podium. Je n'ai pas de quoi me plaindre en tout cas. Et puis voilà, 7 ans sans podium, c'est pratiquement du jamais vu, surtout quand c'est pour un 98e podium en Formule 1. Je rappelle qu'Alonso, c'est le 6e pilote avec le plus de podiums de l'histoire. Il en est maintenant à 5 des 103 de Raikkonen. Mais c'est la plus longue attente entre 2 podiums, même en Formule 1, mais en termes de Grand Prix. Ça fait 140 Grand Prix ou je sais plus, un truc comme ça. En termes de temps, c'est un autre pilote que j'aime bien évoquer, Alexander Wurz, depuis le Grand Prix, si je dis pas de bêtises, de Silverstone 97 jusqu'à Imola 2005, qui est la plus longue attente en termes de temps. Mais on est à quelques vaches près, voilà, on y est quoi. Parce que voilà, il a à aucun moment depuis 2013-2014 eu une voiture pour jouer le podium. Il en a pris 2 en 2014 avec Ferrari. À partir de là, il n'y avait plus rien. Et cette année, on sentait qu'on avait un plateau qui donnait lieu à ces places dans le podium. C'était le seul pilote du top 12 qui n'avait pas un podium à l'heure actuelle. Et il n'était pas passé loin. On avait eu la Russie, on avait eu la Hongrie, justement. Il y avait eu la Turquie, où il était bien placé sur la grille de départ, mais il s'est fait striker au départ. Donc, on peut pas dire que Nando ait été le pilote le plus fortuné de ces dernières saisons, même si il n'a pas toujours fait jouer sa chance en sa faveur en dehors des circuits. Quand il est en piste, pour moi, c'est un de ces rares pilotes qui arrive toujours à maximiser ses week-ends. Et là, il a eu le petit coup de pouce du destin en plus pour revenir enfin sur le podium. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprécier, même si on peut ne pas apprécier le bonhomme qu'il y a derrière. C'est un moment assez historique, je pense, parce que c'est un petit peu comme le podium de Schumacher en 2012, mais c'était un pilote, un grand champion qui revenait sur le podium après une longue attente, après avoir quitté la F1. Donc je pense que même si Alonso performe excellemment cette année, on peut le mettre un petit peu à son crédit. Pour parler de Ocon, son week-end a été un petit peu entaché par les qualifications où il souffrait de vibrations aux zones de freinage. Il a perdu, on peut penser qu'il a perdu pas mal de temps à cause de ça, et ça ne l'a pas empêché de passer en Q3. En course, il a pris un bon départ, un bon envol, il a pris quelques positions aussi en piste du coup, et puis voilà, il a géré du coup le Grand Prix à un seul arrêt comme Alonso, pneus tendres, pneus
dur. Lance Stroll, 6e position pour Aston Martin, alors que Vettel est 10e, enregistrant la 3e double entrée dans les points de Aston Martin cette année, et la première depuis le Grand Prix de France. C'était il y a fort longtemps. Encore une fois, j'ose le dire, désolé mon petit Lance, mais les qualifications, c'est pas ouf. Il y avait clairement, sans dire qu'il y avait de quoi aller chercher les Alpines en qualif, il y avait moyen d'avoir une double Q3, et elle n'a pas été récupérée. Il a fait pas mal d'erreurs pendant son tour en qualif, Stroll. Mais encore une fois, c'est un départ sublime qu'il a pris. Il a profité du petit cafouillage qu'il y a eu entre Sainz et je sais plus qui. Il a aussi profité du fait que Bottas, Norris ont eu des crevaisons. Mais il n'empêche qu'il ramène une 6e place et son meilleur résultat en Formule 1 depuis le Grand Prix de Sakir l'an dernier, où il était sur le podium. Donc on peut l'applaudir pour cela, parce que en termes de rythme de course, Stroll, c'est pas un de ceux qui sont le plus à déplorer, mais ça reste énormément les qualifications qui sont assez tristes. Pour ce qui est de Vettel, qui termine 10e, alors parti 10e en Q3, du coup, on pourrait dire 10e, c'est... Voilà. Mais là, Seb... Il y avait un autre Seb moment à aller chercher cette année, un autre moment de brillance de Vettel, et il l'a raté dès le départ parce qu'il se retrouve dernier, je crois, à la fin du premier tour. C'est un gros point noir sur sa course, parce qu'il perd beaucoup de points. Pour moi, il aurait pu aller embêter Ocon, peut-être pas aller le chercher, mais terminer 6 avec Stroll 7, ça aurait fait des gros points. Mais sa course, elle était forte. Il reste sur une course à un seul arrêt. Donc, c'est-à-dire que son premier relais, il fait forcément la course, le départ avec ses pneus soft de la Q2. Il fait une erreur hors piste. Il va rechercher tous les dépassements tout en maintenant très longtemps son premier relais avec ses pneus tendres qui n'ont vraiment pas tenu des masses sur ce Grand Prix, donc c'est quelque chose qui est vraiment à mettre à son crédit. Il tient jusqu'au 25e tour à peu près, Vettel, son relais de soft. Quand tu te dis qu'il a dû pousser pour aller chercher les positions, c'est pas mal. Et du coup, là, son second relais, il est aussi allé chercher les positions. Et encore, je dis n'importe quoi, pardon, c'est du médium, son second relais. Donc c'est techniquement des pneus qui n'auraient pas dû tenir aussi longtemps. Et il a réussi à les faire tenir en continuant de remonter. Donc une bonne course de Vettel, mais très entachée par ce mauvais départ pour moi. Et si on peut parler vite fait des Ferrari, Sainz 7 devant Leclerc 8. On a eu Carlos qui a porté les Ferrari vendredi et samedi. Il a été exempté de pénalité, ce qui l'a promu en 5e place sur la grille de départ. Mais là aussi, un départ beaucoup trop optimiste sur Norris. Il a tenté un truc, mais a perdu beaucoup de place. Et ensuite, ça s'est traduit par une course assez anonyme dans le peloton. Et désolé mon petit Carlos, mais c'était pas ton jour, mais on l'a tous vu. Le double arrêt de Ferrari au stand, c'est parce qu'il rate l'appel au stand, tout simplement. Il s'arrête plus tard, il a oublié de s'arrêter. Et le problème de Sainz, c'est qu'il perd la position face à Stroll à cause de ça. Stroll, on l'a arrêté plutôt pour faire un undercut sur Sainz. Sainz a raté l'arrêt au stand. Stroll a eu encore plus de temps pour remonter. Et il ressort derrière Stroll et il a jamais été capable de le repasser sur la fin de course. Donc là, c'est un moment pas glorieux de Sainz parce que je vais être cruel, peut-être, mais quand tu vois le rythme qu'avait Ferrari ce week-end, est-ce que le podium aurait pas pu être pour lui? Parce que l'Alpine était très forte, mais la Ferrari était pas ridicule non plus. Et sachant que son dernier tour en Q3 a justement été ruiné à cause du drapeau jaune, donc peut-être qu'il aurait pu chercher une meilleure position sur la grille. Pour ce qui est de Leclerc, c'était un désastre en qualification, mais on a compris après la qualif qu'il y avait une fissure dans son châssis et qu'il y avait aussi des dégâts sur la suspension et un peu partout sur la voiture. Et c'est quelque chose qui a un petit peu rassuré Leclerc parce qu'il était en panique. Il a dit « je comprends pas les pneus », il n'arrivait pas à les mettre en température, c'était ingérable. On a compris qu'il y avait des dégâts, on a pu réparer la voiture. Ça a l'air d'avoir résolu tous ses problèmes parce qu'il a pu remonter du coup de la 13e place à la 8e position.
Il a fait quelques dépassements en piste. En termes de qualification, Sainz, il semble remonter un petit peu, où c'est Leclerc qui perd parce qu'il a été bien moins impressionnant que ces dernières années, je trouve, Leclerc en qualif. Mais Leclerc a vite compris, enfin, j'ai l'impression qu'il s'oriente de plus en plus sa philosophie vers la course, ce qui est très bien parce qu'on a vu en 2019, que c'était une de ses grandes faiblesses, et pourtant il avait pris 7 pole positions. Mais là, cette année, j'ai l'impression qu'il va plus, surtout depuis la seconde moitié de saison, qu'il cherche plus nécessairement le miracle en qualif, mais que ses relais de course sont très bons généralement. À quelques exceptions sur la tournée nord-américaine, en fin de course, l'écart entre Sainz et Leclerc est assez notable, et là, le fait que les deux se retrouvent côte à côte, à quelques secondes près, en fin de course, alors qu'ils étaient partis un 5e et l'autre 13e, ça peut être, une seconde 2 derrière Sainz, il termine Leclerc. Eh bien, parlons de McLaren, justement. La course de Ricciardo, au final, ça a été un désastre, autant pour ses qualifications, mais on peut lui mettre quelques petits points pour éclaircir cela. Déjà, c'est que depuis le début de saison, ce type de tracé, c'est ceux où il y arrive le moins, c'est-à-dire ceux où il faut vraiment avoir une entrée en virage très précise, très rapide, et Ricciardo, c'est ce qu'il a le plus de mal à faire avec la McLaren, justement, et là on est sur plein de virages qui sont justement des virages rapides, qui demandent une entrée en virage assez carré. C'est marrant, virage carré, t'as compris. Et l'autre chose, c'est que pendant la course, il a dû économiser de l'essence. Il a eu une alerte qui indiquait à l'équipe qu'il devait vraiment économiser de l'essence. Et en fin de Grand Prix, on a découvert que c'était un bug. Voilà. Donc en gros, il a économisé la plupart de sa course pour rien. Donc il y avait peut-être quelques petits points à aller grappiller pour lui, très sincèrement. Et pour ce qui est de Norris, vous pouvez trouver qu'il est plus dans le coup depuis la Russie, mais là, je lui mets presque un 8, 9 sur 10 sur ce week-end, parce que on a vite compris que McLaren n'était pas dans le coup sur ce tracé, et il va chercher la 4e place sur la grille de départ. Alors, il y a les 2 pénalités, encore une fois, de Bottas et Alonso, mais il va chercher la 4e place sur la grille. En début de course, il arrive à tenir l'Alpine de Ocon, et il tient son premier relais très bien. Malheureusement, le souci, c'est que sur son second relais, il a eu une crevaison. Il a perdu pas mal de temps, il a dû s'arrêter une seconde fois. Il visait une course à un seul arrêt, mais si, comme Alonso, il arrive à le faire marcher, il y avait un top 5, et top 4 si Pérez n'arrivait pas à le passer. Donc non, c'est un excellent week-end de Norris, je trouve, dans une phase où l'écurie n'est pas dans le coup. Bon, AlphaTauri. Non, il y avait un énorme rythme, très gros rythme, 2e et 8e sur les grilles. Évidemment avec les pénalités, encore une fois, de Bobo et de Maximus. Mais la voiture était pas opérationnelle du tout en course, et ils ont fait marche arrière. Gasly, de son côté, son erreur en qualification lui a presque été salvatrice. En allant trop large, casse son aileron avant, il crève l'avant droit. Mais malgré cette première ligne dans sa carrière en course, on a vu que l'AlphaTauri n'avait pas de rythme. Il a fait pas mal de petites erreurs dues à du surpilotage. La gestion des températures, c'était un calvaire, et l'avant gauche était vite mort. Et c'est pour ça que je compare avec les Alpines et un peu la course de Vettel, parce que ils ont tous démarré avec les pneus tendres de la Q2, donc des pneus utilisés en Q2, mais ils ont même pas tenu 15 tours, je crois, les deux AlphaTauri avec leurs pneus soft usés. Gasly s'arrête au 12e tour, Tsunoda s'arrête au 9e tour. Voilà, ils ont pas tenu super longtemps. Quand tu compares à Ocon qui allait jusqu'au 22e, on a eu qui d'autre? Alonso, pareil, 21e, ou 22 et 23, ça doit être, pardon, autant pour moi. Si tu regardes Vettel qui allait lui jusqu'au 25e tour, quand tu te dis que même sur une stratégie à 2 arrêts, s'arrêter au 12e tour avec les softs, en comparaison, c'était très mal parti.
Donc oui, l'AlphaTauri, encore une fois, qui n'arrive pas à maximiser son potentiel en course. Et pour ce qui est de Tsunoda, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'était un week-end propre pour lui, il continue un petit peu d'apprendre. La voiture était là en qualif, en course, il a pas fait d'erreur particulière. Il s'est même plutôt bien défendu en début de Grand Prix face à Bottas et à Stroll. Donc c'est tout ce que j'aurais à dire sur eux, c'est assez regrettable, mais ainsi sont les choses. Hélas, chez Alfa Romeo, là on tombe un petit peu du côté figurant de la force. Kimi Raikkonen qui était très content de sa voiture, qualifié 16e, mais il disait non, mais c'est juste qu'on va pas vite, mais content de la voiture. Y a rien à améliorer. Et ça lui a suffi, et ça lui a également suffi pour faire un excellent Grand Prix. Hein. C'est un petit peu dans l'anonymat malheureusement parce que il a pas de super bagnole, mais sur une course à 2 arrêts, soft, medium, dur, il termine pas loin de Tsunoda et Ricciardo qui sont dans des monoplaces qui devraient théoriquement être plus loin devant lui. Une nouvelle fois Raikkonen devant en qualification. J'ai l'impression, je le redis, que depuis son retour en Russie, il a trouvé le truc en qualification face à Giovinazzi, où c'est Giovinazzi qui se plante, mais qui m'y régale, honnêtement, depuis quelques Grands Prix maintenant. Et la course de Giovinazzi, en qualification, j'ai pas grand-chose à relever de particulier. Il a fait une nouvelle fois un super départ, il se retrouve 14e à la fin du premier tour. Mais j'ai l'impression que c'est toujours à peu près le même scénario. Il peut être devant à la fin du premier relais, mais en fin de course, il est 24 secondes derrière Raikkonen. Il s'est retrouvé bloqué derrière Latifi pendant quelques tours, et il n'a pas plus avancé que cela pendant le Grand Prix. Pour conclure vite fait avec les figurants, Russell, il passe en Q2, pardon. Il n'y avait pas bien mieux à espérer de sa part. En course, il prend un départ correct, il arrive à passer quelques pilotes, mais il y avait pas grand-chose à espérer avec le rythme de la Williams. Il a pu un petit peu s'amuser avec Raikkonen, avec Giovinazzi, mais il a eu cette crevaison en fin de course qui l'a forcé à s'arrêter une seconde fois et qui l'a fait terminer derrière la Haas de Schumacher en 17e position. Latifi, la semaine dernière, il a dû faire son meilleur week-end en Formule 1, donc je pense qu'on a vu le meilleur de Latifi en Formule 1. Hop, Josette taquin. La course de Schumacher, du coup, qualification pas mal, hein, il termine pas loin du tout des Alfa Romeo qui étaient devant lui. De toute façon, avec ce qu'il a entre les mains, il n'y a pas mieux à espérer. En course, c'était pas nécessairement une nouvelle fois le moment où il pouvait le plus faire briller son talent, mais je pense qu'il a fait quelque chose de bien. Il a eu quelques dépassements, il a eu quelques petites batailles roue contre roue, à droite à gauche, avec les Haas, avec les Alfa Romeo, avec Vettel aussi quand il est tombé en fond de grille au début. Donc c'est à peu près ce qu'il y a à dire. Il démarrait en pneus soft, c'était pas aussi le plus efficace pour lui. À l'inverse de Mazepin, du coup, qui a démarré, lui, sur les pneus médium. Les deux Haas ont fait des courses à un seul arrêt, d'ailleurs. C'est bien pour les pilotes de travailler un peu des longs relais de la sorte. Mais pauvre Nikita n'a pas du tout été aidé par le fait qu'il n'a pas pu rouler en essai libre 2, la séance la plus importante pour préparer la qualif et la course à la vue des températures, de l'horaire, tout ça. En essai libre 3, il n'a pas pu rouler non plus, à chaque fois à cause de différents problèmes techniques. Et au final, en essai libre 1, il n'avait pas eu l'occasion de faire de vrais tours compétitifs. Donc il s'est retrouvé en qualification à pouvoir essayer vraiment la voiture pour la première fois dans ses limites. La qualification était du coup désastreuse en conséquence, mais son rythme en course, au moins on a vu qu'il s'améliorait tour après tour, et en fin de Grand Prix, il a fini par être pas très loin des temps de son équipier, donc c'est une nouvelle fois à mettre à son crédit, après un week-end encourageant la dernière fois au Brésil. Vous pouvez envisager de vous abonner si ce n'est pas fait, mettre un petit pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne pour de futures aventures. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci encore une fois de votre soutien. On se dit très bonne nuit, des gros bisous, à très bientôt, et à vous les studios.